Le monde moderne s'est construit sur le pétrole. Mais l'homme qui a conquis le pétrole, John D. Rockefeller, n'était pas un industriel. C'était un conquérant. Dans le chaos fébrile de la fièvre du pétrole, en Pennsylvanie, un monde de spéculateurs sauvages et de rêveurs imprudents. Il était la seule pensée froide. Il ne cherchait pas à trouver du pétrole. Il voulait contrôler les hommes qui le trouvaient. Ce n'est pas l'histoire de Standard Oil. C'est l'anatomie de l'esprit d'un prédateur qui a compris que dans la nouvelle religion du capitalisme, la piété est un péché, la concurrence est une perte, et l'efficacité absolue est le seul Dieu. Mais un esprit de cette nature, un esprit si dépourvu de passion et si rempli d'un but glacé, ne naît pas. Il se forge. Il se construit pièce par pièce dans le four de la contradiction. Et pour comprendre le prédateur, nous devons d'abord disséquer la dualité psychologique qu'il a créée. Son esprit était le champ de bataille entre deux forces opposées, son père et sa mère. Son père était William Avery Rockefeller, connu simplement sous le nom de Devil Bill. Ce n'était pas un père, c'était un escroc. Un vendeur d'huile de serpent, un géant, un charlatan qui disparaissait pendant des mois, laissant sa famille dans la misère, pour revenir avec ses poches pleines d'argent mal acquis. Devil Bill se vantait ouvertement que sa méthode d'éducation consistait à tromper ses enfants chaque fois qu'il le pouvait. Pourquoi? Pour les aiguiser. Il a enseigné à John, dès le berceau, la leçon la plus sombre de la psychologie. Que toute interaction humaine est une transaction, que chaque personne a un prix, et que la confiance est la faiblesse incurable du fou. Et dans le coin opposé se trouvait sa mère, Eliza Davison. Elle était l'antithèse de Bill. Une baptiste dévouée, austère, silencieuse et moraliste. Tandis que le père enseignait la tromperie, la mère enseignait la discipline stricte, l'économie et la crainte de Dieu. C'est elle qui lui a inculqué la frugalité pathologique, l'idée que chaque centime économisé était un signe de vertu morale. Ce choc de forces opposées ne créa pas un homme brisé. Il créa le masque parfait. La psyché de Rockefeller devint une forteresse inexpugnable. Du côté extérieur, visible pour le monde, se trouvait la piété tranquille, la sérénité et la discipline austère de sa mère. Mais derrière ce masque pieux, opérait l'esprit calculateur, froid et amoral de son père. Il apprit à être Devil Bill dans ses actions, tout en se présentant au monde comme Eliza dans son comportement. À 16 ans, lors de son premier vrai emploi en tant qu'assistant comptable, Rockefeller trouva sa véritable religion. Avec son premier salaire, il n'acheta pas de vêtements. Il acheta un petit livre de comptabilité. Il l'appela « Livre général A ». Ce livre devint sa Bible. Il notait méticuleusement chaque centime gagné et chaque centime dépensé. Ce livre général était plus qu'une comptabilité. C'était une philosophie. C'était la révélation que l'univers moral de sa mère et l'univers chaotique de son père pouvaient être domptés par une seule force. Les chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne ressentent pas. Les chiffres n'ont pas de pitié. Rockefeller comprit que la passion, la chance, la moralité et même la religion n'étaient que des variables pouvant être calculées. Le monde n'était pas gouverné par le bien et le mal. Il était gouverné par le débit et le crédit. Ce fut la naissance de la menthe froide. Le grand livre A fut la première pierre de la Standard Oil. Et armé de cette nouvelle foi dans les chiffres, Rockefeller se prépara à construire son empire. Mais il ne le fit pas en compétent. Il le fit en sachant. Ceci est la première tactique et la plus cruciale de la menthe froide. La guerre se gagne avant que le premier tir ne soit tiré. La victoire ne dépend pas du courage. Elle dépend de l'information. Pendant que ses rivaux dans les années 1860 couraient comme des joueurs frénétiques, spéculant sur de nouveaux puits et misant leur fortune sur des intuitions, Rockefeller restait dans son bureau à Cleveland et construisait sa première arme, une agence de renseignement privée. Il ne construisait pas une raffinerie. Il construisait un réseau d'espionnage. Sa dévotion aux chiffres de son grand livre A s'est étendue. Maintenant, il ne voulait plus seulement connaître ses propres chiffres. Il voulait connaître ceux de tous les autres.
Il engagea des espions. Il les infiltra dans les raffineries rivales en tant que comptables, comme travailleurs. Il soudoya des employés des compagnies de télégraphe pour qu'ils lui remettent des copies des messages de ses concurrents. Il mit des agents de chargement des chemins de fer à son service. Le résultat fut que, pendant que ses rivaux opérèrent dans la brume de la guerre capitaliste, Rockefeller agissait avec la précision d'un dieu qui voit tout. Il savait exactement combien de pétrole chaque concurrent raffinait. Il savait à quel client il vendait. Il connaissait le prix exact de chaque baril. Il connaissait la route d'expédition qu'ils utilisaient. Il savait quand ils se développaient et, surtout, il savait quand ils étaient désespérés d'argent. Ce réseau d'informations est devenu une arme invisible et paralysante. Il a permis à Rockefeller de prédire les mouvements de ses rivaux avant qu'ils ne les fassent eux-mêmes. Il pouvait anticiper une chute des prix et vendre ses réserves. Il pouvait voir un concurrent obtenir un grand contrat et le saper silencieusement avec une meilleure offre. Pendant que les autres spéculaient, il calculait. Pendant qu'il pariait, il assurait ses arrières. Rockefeller comprenait que le silence était son armure et que l'information était son épée. Il parlait rarement en public. Lors des réunions, il laissait ses partenaires plus volatiles parler pendant qu'il observait, recueillant des données. Il est devenu célèbre pour son impassibilité. Un masque de sérénité baptiste qui cachait l'esprit calculateur traitant des milliers de points de données. Cette obsession pour la connaissance totale lui donna la confiance pour faire le pas suivant. Le pas qui le transformerait d'un simple raffineur à succès en l'architecte d'une machine de guerre économique. Il comprit, grâce à ses grands livres et à son réseau d'espionnage, une vérité fondamentale que tous les autres ignoraient. Le vrai commerce ne consistait pas à forer des puits. C'était un jeu de hasard. Le vrai pouvoir résidait dans le transport. Le pétrole était inutile s'il ne pouvait atteindre le marché. C'était un liquide sale dans un champ de Pennsylvanie. Celui qui contrôlait les artères, les chemins de fer, contrôlerait le flux sanguin de toute l'industrie. Et armé de cette connaissance, Rockefeller ne vint pas faire concurrence. Il vint conspirer. Son objectif était les rois du monde de l'époque, les magnates du chemin de fer. Des hommes comme Cornelius Vanderbilt et Tom Scott. Ces hommes étaient arrogants, impulsifs et puissants, mais Rockefeller, avec son esprit froid, ne voyait pas des géants. Il voyait un système chaotique. Et le chaos, pour lui, n'était que de l'inefficacité en attente d'être exploité. Il ne s'est pas présenté à eux la main tendue, demandant une faveur. Il est allé à eux avec son grand livre, proposant un accord. Pendant que les autres raffinants envoyaient leurs barils de manière erratique, 10 un jour, 50 le suivant, Rockefeller leur a offert quelque chose qu'ils n'avaient pas, de la prévisibilité. Il a dit, en substance, « Je vous garantis 60 wagons-citernes de pétrole par jour, tous les jours, comme une horloge. Je remplirai leur train, à l'aller comme au retour. Leur chaos se transformera en efficacité. En échange, je veux une remise. » C'était la remise ou réduction secrète. Les chemins de fer, désespérés par un flux de revenus stable dans une industrie volatile, acceptèrent avec extase. Instantanément, le coût de transport de Rockefeller fut réduit de moitié, ou moins que celui de ses rivaux. Il gagnait déjà une guerre dont ses concurrents ne savaient même pas qu'elle se déroulait. Il pouvait vendre moins cher que personne, tout en réalisant plus de profits. Cela, à lui seul, aurait suffi à construire un empire. Mais pour Rockefeller, ce n'était que le premier mouvement. C'était la tactique défensive. Puis, il révéla sa véritable géniosité. La psychologie sombre de Devil Bill se combina avec la froideur mathématique de son grand livre. Il retourna vers les chemins de fer, désormais dépendants de son volume, et exigea quelque chose de plus. Il leur exigea un drawback, un remboursement. L'idée était si audacieuse qu'elle était psychopathique. Rockefeller n'a pas seulement exigé une réduction pour lui-même. Il a exigé que les chemins de fer lui versent, à Standard Oil, une commission pour chaque baril de pétrole que ses concurrents envoyaient. Arrêtons-nous et disséquons la psychologie de cette tactique. C'est peut-être la manœuvre la plus impitoyable et élégante de l'histoire du capitalisme. Tout d'abord, Rockefeller ne se contentait pas de réduire ses propres coûts. Il augmentait activement les coûts de ses rivaux.
Les chemins de fer, pour compenser l'argent qu'ils devaient lui payer, augmentaient les tarifs pour tous les autres. Mais c'est plus profond que cela. Il a créé un système fermé où ses concurrents, sans le savoir, finançaient leur propre annihilation. Chaque fois qu'un raffineur indépendant à Cleveland parvenait à conclure un accord, chaque fois qu'il vendait un baril, chaque fois qu'il célébrait une petite victoire, une partie de cette vente allait directement dans la poche de John D. Rockefeller. Il devenait de plus en plus fort à chaque succès de ses ennemis. Il buvait le sang de ses rivaux et il le remerciait pour le service de transport. Ceci est la tactique vampirique. La concurrence devenait impossible. C'était une partie truquée. Si un rival tentait de concurrencer en prix, Rockefeller pouvait encore baisser son prix, car ses coûts étaient artificiellement bas. Et si le rival, miraculeusement, parvenait à réaliser une vente, le drawback de cette même vente donnait à Rockefeller l'argent et l'information nécessaires pour l'écraser lors du prochain tour. C'était un échec, et Matt, dont personne, sauf lui, ne connaissait les règles. Armé de son réseau d'espionnage qui lui disait qui était faible, et de cette arme financière qui les affaiblissait encore plus, ses rivaux étaient blessés et saignaient, même si la plupart ne le savaient pas encore. Ils étaient économiquement anémiques. Rockefeller ne bougea pas immédiatement pour la massacre. L'esprit froid sait que la patience est l'arme la plus aiguisée. Et maintenant, c'était le moment de mettre la ville en siège. Le chaos de l'industrie pétrolière avait un épicentre, Cleveland, Ohio. C'était le centre névralgique du raffinage, avec des dizaines de petits concurrents se battant entre eux. Pour Rockefeller, cette désorganisation était une offense esthétique. C'était une inefficacité qui devait être purgée. Il lança donc la prochaine phase de son plan, la tactique qui transformerait la concurrence en une guerre d'usure, les prix prédatoires. Rockefeller, à travers Standard Oil, commença à vendre son kérosène raffiné sur les marchés clés en dessous du coût de production. Comprendamos la psicología de esto. Perdía dinero con cada barril que vendía. Para cualquier especulador normal, esto sería la ruina. Sería un pánico. Pero Rockefeller no era un especulador. Era un general. No intentaba ganar dinero. Intentaba ganar la guerra. Mientras tanto, sus rivales, que ya pagaban tarifas de transporte infladas que secretamente financiaban a Rockefeller, miraban sus libros contables con horror. De repente, no podían vender su producto. ¿Cómo podían competir con un precio que estaba por debajo de lo que les costaba fabricarlo? Entraron en pánico. Intentaron igualar el precio. Y ahí es donde el frío genio de Rockefeller los aniquiló. Le concurrent moyen disposait de réserves de trésorerie pour quelques semaines, peut-être quelques mois. Rockefeller, grâce à ses grands livres, sa frugalité pathologique et ses accords secrets, disposait de réserves de capital presque illimitées. Il pouvait se permettre de perdre de l'argent pendant 6 mois. 1 an. Le temps qu'il fallait. Il ne faisait pas de compétition. Il l'assiégeait. C'est l'état d'esprit d'un reptile, un prédateur à sang-froid qui peut rester immobile, sans manger, pendant des mois, en attendant que sa proie s'affaiblisse. Ses rivaux couraient frénétiquement, saignant du cash chaque jour, empruntant, hypothéquant leur maison, essayant de survivre à une guerre des prix qu'ils ne comprenaient pas. Rockefeller attendait simplement. Son esprit froid profitait de l'efficacité de la manœuvre. Il regardait ses grands livres et calculait non pas ses gains, mais le temps précis qu'il lui faudrait à son concurrent pour se vider de son sang jusqu'à la faillite. Il utilisa son capital et sa patience comme une arme de siège. Jour après jour, le prix restait artificiellement bas. Les raffineries rivales commencèrent à fermer. Les travailleurs furent licenciés. Les hommes qui avaient pas mis leurs économies de toute une vie dans le rêve du pétrole faisaient face à la ruine totale. Ils étaient confus, terrifiés et brisés. Et ce n'est qu'alors, lorsque la panique atteignait son apogée, lorsque le désespoir était absolu, lorsque la proie était blessée et s'effondrait au sol de la forêt, ce n'est qu'alors que le prédateur sortait de l'ombre. Mais il ne venait pas pour tuer. Il venait pour offrir la paix. Ceci fut le chapitre le plus infâme de sa conquête, connu sous le nom de la massacre de Cleveland. En seulement 6 semaines en 1872, Rockefeller, âgé de 32 ans, agissait pour consolider toute l'industrie.
Il convoquait ses rivaux un par un dans son bureau. Ces hommes entraient, pâles, en sueur, au bord de la ruine financière, attendant l'anéantissement. Mais ils ne trouvaient pas un tyran criant. Ils trouvaient M. Rockefeller, le dévot baptiste, parlant d'une voix douce, presque funèbre. Et ici, il exécutait la tactique psychologique la plus brillante de toutes, la fausse pitié. Il ne les menaçait pas. Il ne leur criait pas dessus. Simplement, avec un calme glacial, il leur ouvrait ses grands livres. Il leur montrait, avec la froideur d'un mathématicien, la guerre qu'ils avaient déjà perdue. Il leur montrait les contrats des chemins de fer. Il leur présentait les tarifs de drawback qu'ils payaient. Il leur démontrait avec des chiffres incontestables que leur modèle d'affaires était une condamnation à mort. Il leur disait « Regardez, voici ce que je paie pour le transport. Voici ce que vous payez. Je perds de l'argent en vendant à ce prix. Mais comme vous pouvez le voir dans mes réserves, je peux continuer ainsi indéfiniment. Vous, non. » Le silence dans la salle était absolu. C'était le moment où la victime voyait enfin le visage de son assassin. Et alors, juste au moment de la désespérance totale, Rockefeller faisait son offre. Ce n'était pas une offre d'achat, c'était un acte de générosité. Il leur disait « Vos raffineries sont au bord de la faillite. Elles ne valent rien. Mais moi, pour le bien de l'industrie, pour le bien de Dieu, je vous propose un prix juste pour vos actifs. Je vous offre des actions de Standard Oil. Rejoignez-moi. Ou vous pouvez refuser. Et je continuerai à vendre en dessous du coût une semaine de plus. Et ensuite, j'achèterai vos raffineries aux enchères de faillite pour quelques centimes de dollars. Le choix vous appartient. » C'est la psychologie sombre dans sa forme la plus pure, le mirage du choix. Il donna aux hommes brisés l'illusion qu'ils prenaient une décision d'affaires, alors qu'en réalité, ils signaient une reddition inconditionnelle. C'était une forme d'anéantissement qui permettait à la victime de sentir qu'elle y avait participé. C'était moins sale, plus efficace. Un par un, ils se sont soumis. 22 de leurs 26 concurrents à Cleveland ont vendu en 6 semaines. La massacre de Cleveland n'a pas été remportée avec des armes, mais avec un grand livre et une voix douce. Ce n'était pas une négociation, c'était un ultimatum déguisé en fusion. Rockefeller ne construisait pas un monopole. Il menait une conquête, offrant la clémence aux seigneurs féodaux, tombés en échange de leur jurer une loyauté totale. Et ainsi, la guerre a pris fin. 90% de la capacité de raffinage du pétrole dans le monde était désormais entre les mains d'un seul homme. Mais comment un homme si pieux, un baptiste dévoué, justifiait-il une conquête aussi brutale? Comment voyait-il son reflet dans le miroir? Voici où nous trouvons l'arme psychologique ultime, celle qu'il a utilisée contre lui-même. La compartimentation morale. L'esprit de Rockefeller n'était pas celui d'un méchant d'opérette. Il ne se voyait pas comme un voleur, il se voyait comme un sauveur. Et pour maintenir cette vision, sa psyché a exécuté sa manœuvre la plus impressionnante, la justification divine. Rockefeller était un baptiste dévoué. Il tissait le 10% de chaque dollar qu'il gagnait, même des centimes qu'il gagnait lors de ses premiers emplois. Il tissait l'argent qu'il obtenait des drawbacks vampiriques. Il tissait l'argent qu'il gagnait en mettant ses voisins en faillite. Comment conciliait-il cela? La réponse est simple. Il ne le faisait pas. Il ne voyait aucune contradiction. Dans son esprit froid et ordonné, il ne violait pas les lois de Dieu. Il les respectait. Le monde du pétrole qu'il a découvert était un chaos pécheur, dépensier, imprudent, chaotique, rempli de joueurs et d'ivrognes. Il croyait, avec une conviction religieuse absolue, que Dieu l'avait choisi, lui, John D. Rockefeller, un homme de discipline, d'ordre et de chiffres, pour imposer l'ordre divin dans cette industrie chaotique. La cruauté n'était pas un péché, c'était un outil nécessaire. La concurrence était le chaos du diable. Le monopole était l'ordre de Dieu. Il exprima cette croyance dans son analogie la plus célèbre, la justification qui devint le credo des barons voleurs. Il dit, et je cite, « La croissance d'une grande entreprise est simplement la survie du plus apte. La rose
American Beauty, ne peut atteindre son maximum d'éclat et de parfum qui ravissent celui qui la contemple, que si l'on sacrifie les autres bourgeons qui poussent autour. Ce n'est pas seulement une métaphore d'affaires, c'est une confession psychologique. Il était la rose. Ses rivaux étaient les pousses insignifiantes qu'il fallait couper, sacrifier, pour le bien d'une beauté supérieure. Il ne faisait pas preuve de cruauté. Il était le jardinier de Dieu. Il taillait le jardin de l'humanité. Cette croyance le rendait invincible. Comment peux-tu négocier avec un homme qui croit qu'il accomplit une prophétie? Comment peux-tu faire appel à la morale d'un homme qui pense que sa cruauté est l'acte moral suprême? Il n'accumulait pas seulement de la richesse. Il accumulait des preuves de sa rectitude divine. Chaque million de dollars était un signe de l'approbation de Dieu. Son grand livre n'était pas seulement un registre d'affaires, c'était sa conversation privée avec le Tout-Puissant. Il conquit le monde, devint l'homme le plus riche de l'histoire moderne et fit tout cela avec la conscience tranquille d'un saint, convaincu que chaque concurrent qu'il détruisait était un sacrifice nécessaire sur l'autel de l'efficacité. Et une fois que le monde était à ses pieds, une fois que la guerre était terminée et que la rose était en pleine floraison, il se mit en tête d'exécuter sa tactique finale, la plus impitoyable de toutes. Ce n'était pas une tactique pour gagner de l'argent, mais pour gagner l'éternité. Rockefeller passa la première moitié de sa vie à accumuler l'une des plus grandes fortunes que le monde ait jamais vues, utilisant des tactiques qui firent que ses contemporains l'appelèrent l'homme le plus détesté d'Amérique. Il fut traîné devant le Congrès, diabolisé par la presse comme une pieuvre vorace qui étranglait la nation. Son nom était synonyme de tyrannie. Et puis, avec la même efficacité froide avec laquelle il construisit son empire, il commença à le donner. Voici où nous voyons la tactique finale du prédateur. La guerre pour l'héritage. Le blanchiment de la réputation. Rockefeller ne s'est pas seulement retiré. Il s'est réinventé. Il a créé la philanthropie stratégique moderne. Il a fondé l'Université de Chicago, créant une institution de classe mondiale à partir de rien. Il a créé l'Institut Rockefeller pour la recherche médicale, qui éradiquerait des maladies comme la fièvre jaune et l'ankylostomiase, sauvant des millions de vies. Il a financé l'éducation, la science et la médecine à une échelle sans précédent. Ne nous méprenons pas, ces actes ont eu un bénéfice immense pour l'humanité. Mais au niveau de la psychologie obscure, ce fut le plus grand acte de relations publiques de l'histoire. Ce fut le blanchiment d'héritage le plus réussi jamais réalisé. Rockefeller a utilisé l'argent qu'il a obtenu par des moyens impitoyables pour, littéralement, laver son propre nom des livres d'histoire. Il a acheté sa rédemption. Il s'est assuré qu'avec le temps, la puanteur du kérosène renversé et les vies brisées de ses rivaux soient remplacées par l'odeur antiseptique des hôpitaux et le bois poli des bibliothèques universitaires. Ceci est la tactique ultime pour détruire vos rivaux. Non seulement les vaincre sur le champ de bataille, non seulement prendre leurs actifs, mais vivre plus longtemps qu'eux et ensuite payer pour que votre version de l'histoire soit la seule qui survive. Aujourd'hui, le nom Rockefeller ne s'associe pas à la massacre de Cleveland ou aux inconvénients vampiriques. Il s'associe à la philanthropie, à la médecine et au prestige. Le jardinier n'a pas seulement coupé les autres pousses. Il s'est assuré que personne ne se souvienne qu'elles aient un jour existé. Il a gagné la guerre, réécrit l'histoire et fondé une dynastie. Et il a tout fait non pas avec un tempérament explosif ou une passion ardente, mais avec l'arme la plus froide, silencieuse et létale de toutes. Un esprit qui voyait le monde non pas comme un drame humain, mais comme un simple grand livre.